Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 2 février 2026, épisode 567 en direct de l'Île-de-France. Et au sommaire, une exploitation active d'une Zero Day Microsoft Office référencée sous la CVE 2026-21509 qui est attribuée au russe APT28, avec des campagnes documentées en Ukraine et au sein de plusieurs États membres de l'Union européenne. Mozilla annonce un changement de posture sur l'intégration de l'IA dans Firefox avec l'introduction d'un mécanisme centralisé permettant de bloquer ou de contrôler finement les fonctionnalités basées sur les IA génératives. VMware publie une série de bulletins de sécurité impactant de nombreux composants Tanzu, incluant build packs, stem cells et des services de plateforme. Une activité de scanning vise des endpoints exposés par l'API d'Anthropic. Elle est observée depuis des nœuds Tor. Ça suggère des phases de reconnaissance automatisées sur des déploiements d'IA auto-hébergés. Enfin, le mécanisme officiel de mise à jour de Notepad++ a été détourné dans une campagne ciblée attribuée à un acteur étatique chinois, Violet Typhoon, afin de distribuer des charges malveillantes via une compromission de l'infrastructure d'hébergement. Selon une alerte publiée par le CERT ukrainien, le CERT-UA, le groupe UAC 0001, et également connu sous le nom de APT28 et Fansibir, exploite déjà activement une nouvelle Zero Day affectant Microsoft Office. Elle est identifiée sous la CVE 2026-21509. Il s'agit d'une Security Feature Bypass divulguée par Microsoft la semaine dernière avec une confirmation d'une exploitation in the wild. Le CERT-UA indique que le premier document Weaponized est apparu publiquement le 29 janvier, soit quelques jours seulement après la divulgation. Le fichier intitulé Consultation Topics Ukraine, final.doc, faisait référence à des discussions européennes sur l'Ukraine. Les métadonnées montraient une création le 27 janvier, suggérant que la chaîne d'exploitation était prête avant même la publication officielle des détails techniques. Ce qui prouve, vous voyez, c'est hyper intéressant parce que ça nous montre que les groupes d'attaquants, ils font de la veille, ils sont prêts, il leur manque que quelques infos, mais ils ont déjà préparé des templates d'attaque pour que ça puisse marcher. Et le même jour qu'on peut voir, c'est que les équipes ukrainiennes ont identifié une campagne de phishing distincte, usurpant des communications du centre hydrométéorologique ukrainien, et plus de 60 destinataires, principalement des agences gouvernementales, ont reçu des emails contenant une pièce jointe, le fameux doc malveillant. À l'ouverture, le document initie une connexion WebDAV avec un serveur externe, va télécharger un fichier LNK, les fameux raccourcis, puis l'utilise pour lancer des charges malveillantes supplémentaires. Les attaquants disposent ensuite d'une DLL se faisant passer pour un composant Windows légitime, tandis que le shellcode est dissimulé dans un fichier image. La persistance est assurée via un COM hijacking et une tâche planifiée redémarrant Explorer.exe. Ces chaînes aboutissent au déploiement du framework post-exploitation, le fameux Covenant, avec un trafic vers un C2 transitant par un service de cloud storage légitime afin de fondre dans le bruit réseau. Enfin, le CERT ukrainien confirme que la campagne s'étend au-delà de l'Ukraine avec plusieurs organisations de l'Union européenne ciblées fin janvier, illustrant une rotation d'infrastructures particulièrement rapide. Et on n'est que le 2 février. Selon une annonce publiée par Mozilla et relayée par Blipping Computer, la prochaine version du navigateur Firefox permettra aux utilisateurs de désactiver entièrement les fonctionnalités basées sur l'IA ou de les gérer individuellement. Cette évolution répond au retour d'une partie de la communauté exprimant un rejet total de l'intégration de l'IA dans les navigateurs. À partir de Firefox 148, dont le déploiement est prévu le 24 février, un nouveau paramètre intitulé Block AI Enhanced sera disponible dans les réglages du navigateur desktop. Ce contrôle centralisé permettra de bloquer toutes les fonctionnalités actuelles et futures reposant sur la génération d'IA, ainsi que les notifications aux rappels associés. Les préférences définies resteront persistantes lors des mises à jour ultérieures. Et Mozilla précise que ce panneau de contrôle permettra également de gérer individuellement 5 fonctionnalités alimentées par l'IA. La traduction automatique du navigateur, la génération des alt-textes pour les images dans les PDF, le regroupement d'onglets avec des suggestions de noms, les fameux fichiers Link Preview mettant en avant des points clés et l'accès à des chatbots via la sidebar, incluant notamment ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot, Google Gemini et le chat Mistral. Et d'après Mozilla, ce paramètre global sera désactivé par défaut et reflètera l'historique d'usage de chaque utilisateur. Les fonctionnalités déjà utilisées apparaîtront comme activées,
C'est vraiment une annonce qui s'inscrit dans la continuité des déclarations du CEO de Mozilla, c'est pour ça que j'ai retenu cet article. Anthony Anzor Demeo affirme que l'IA dans Firefox resterait un choix explicite pour les utilisateurs et non un choix imposé. Selon un bulletin de sécurité de VMware référencé AV2675 et publié le 2 février 2026, plusieurs vulnérabilités affectent des composants de l'écosystème Tenzu qui ont été également corrigés via une série d'advisories diffusées entre le 26 janvier et le 1er février 2026. Les produits concernés incluent la plateforme Service for VMware Tanzu Platform dans les versions antérieures à la 10.3.4, ainsi que plusieurs build packs, notamment le Python build pack avec la version 1.8.71 et la 1.8.75, le Ruby build pack avant la version 1.10.53 et le composant Service Publisher for VMware Tanzu Platform qui est également impacté dans toutes les versions précédentes, la 10.3.4. Les bulletins couvrent également des vulnérabilités au niveau des Steam Cells, incluant Ubuntu Jammy et FIPS dans les versions antérieures à la branche 1.1016.x, Ubuntu Noble avec la branche 1.1188, ainsi que les Steam Cell Windows dans des versions antérieures à la 2019.94. D'après les informations relayées par le Centre pour la cybersécurité canadienne, l'ensemble des techniques et des correctifs associés sont disponibles sur la page officielle Security Advisory Tanzu publiée par VMware. Bref, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch son VMware. Selon une analyse publiée par Johannes Ulrich, j'ai du mal là. Selon une analyse publiée par Johannes Ulrich, chercheur au Sens, une activité de scanning ciblant des endpoints associés à l'API Anthropic a été observée le 2 février 2026 sur plusieurs capteurs de détection. L'activité provient d'une adresse IP unique, la 204.76.203.210, identifiée comme un nœud de sortie Tor. Les requêtes observées visent l'endpoint Anthropic/V1 models et utilisent une structure d'API standard. Ça va inclure les entêtes x-api-key, password et Anthropic-version 2023-0601. L'hôte ciblé est exposé sur le port 8000 et l'API key utilisée correspond à une valeur générique fréquemment présente dans des exemples de documentation et ne semble pas destinée à être fonctionnelle. D'après Johannes Ulrich, ce comportement suggère une tentative d'identification de modèles anthropiques hébergés localement et exposés via une API accessible publiquement. L'efficacité réelle de ce type de scan reste incertaine, en particulier si les implémentations ciblées appliquent des contrôles d'authentification stricts ou des restrictions réseau. En parallèle, une légère augmentation de requêtes visant l'endpoint /V1 message a également été détectée. Ce point d'accès est cohérent avec certaines implémentations de l'API d'Anthropic. Bien qu'il reste relativement générique et puisse être utilisé par d'autres services, ces requêtes proviennent d'une autre adresse IP, la 154.83.103.179, et présentant une topologie de routage et de géolocalisation complexe. Cette activité s'inscrit dans une tendance plus large de reconnaissance automatisée visant des API d'IA exposées sur Internet, notamment dans des environnements auto-hébergés ou mal segmentés. C'est pas mal comme travail de reconnaissance, j'avoue. Selon une analyse relayée par The Hacker News et confirmée par le mainteneur Notepad++ Donhu, le mécanisme officiel de mise à jour de l'éditeur a été détourné afin de distribuer des charges malveillantes à un nombre limité d'utilisateurs ciblés. L'incident repose sur une compromission au niveau de l'infrastructure d'hébergement et non sur une vulnérabilité du code de Notepad++ lui-même. Des acteurs malveillants ont intercepté et redirigé le trafic de mise à jour destiné au domaine notepad++.org avec des serveurs contrôlés par les attaquants. Le vecteur principal concerne WinGUP, le composant chargé des mises à jour automatiques. Le problème provient du mécanisme de vérification de l'intégrité de l'authenticité des fichiers téléchargés. En interceptant le trafic réseau entre le client et le serveur de mise à jour, un attaquant est en mesure de substituer le binaire légitime par un exécutable malveillant. Cette redirection aurait été hautement ciblée et ne concernait que certains profils d'utilisateurs. D'après le chercheur indépendant Kevin Beaumont, cette activité est attribuée à un acteur étatique chinois identifié comme Violet Typhoon, également référencé sous le nom de APT31. Les campagnes observées visent principalement des organisations des secteurs des télécommunications
et des services financiers en Asie de l'Est. L'exploitation serait active depuis juin 2025, soit plus de 6 mois avant sa détection publique. Dunho précise que le serveur d'hébergement partagé est resté compromis jusqu'au 2 septembre 2025 et que les attaquants ont conservé des accès internes jusqu'au 2 décembre 2025. En réponse, le site de Notepad++ a été migré vers un nouvel hébergeur et le processus de mise à jour a été renforcé afin de limiter les risques de détournement futurs. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. Vous savez que c'est gratuit quand même. Ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Radio Cessort. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettant de retrouver les sources OSINT utilisées dans cet épisode sont disponibles sur radiocessort.org ou dans la description de l'épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.